Madame, Monsieur, merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Et comme annoncé, nous allons parler de la nation arc-en-ciel. Est-ce qu'il porte encore d'ailleurs bien son nom, l'Afrique du Sud, balayée par un vent de xénophobie depuis le début du mois. Pour en parler, nous avons un historien avec nous, Kofi Bakayo Takpaye. Bonjour. Bonjour Gilles. Comment allez-vous? Je vais bien, Dieu merci. Vous êtes enseignant-chercheur d'histoire à l'université de Lomé. Tout à fait. Si mes souvenirs sont bons, maître de conférence, ça évolue tellement vite maintenant. Assistant, maître de conférence, ça viendra après. D'accord, une prophétie alors. Merci beaucoup. Donc on va parler de l'Afrique du Sud, et tout en rappelant que vous avez été diplomaté pendant plusieurs années au ministère des Affaires étrangères du Togo. Et donc c'est un sujet que vous connaissez très bien. Première question, quelle réaction avez-vous quand vous voyez ces vieux démons de xénophobie se réveiller en Afrique du Sud avec une douzaine de morts depuis le début du mois? Qu'est-ce que ça vous suscite comme réaction? Oui, en tant qu'historien connaissant bien l'histoire du continent et surtout l'histoire de l'Afrique du Sud, c'est un sentiment de frustration. Je suis très déçu par ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui. Vous voyez, toutes les semaines on en parle, de nombreux Africains périssent dans la Méditerranée en quête de mieux-être en Europe. Et on se rend compte que sur notre propre continent, nous les Africains, nous ne pouvons pas nous accueillir chez nous. C'est vraiment très triste pour ce pays. Et que nous allons revenir en détail sur certaines choses pour l'Afrique du Sud. En tant qu'historien africain convaincu de la chose panafricaine, et ayant été diplomate au ministère des Affaires étrangères, tout ce que nous disons sur la libre circulation des personnes et des biens, l'établissement des Africains dans les pays tiers, etc., ça fait que finalement on se rend compte que ce sont des propos vains et que les sollicitations à une Afrique pacifique, à une Afrique où on n'aura pas d'étrangers dans un autre pays africain, ces sollicitations-là sont vaines. La diplomatie, malgré tout ce qu'elle fait, elle n'a pas pu contenir, n'a pas pu empêcher que des scènes de xénophobie soient exercées contre d'autres Africains sur une terre africaine, en l'occurrence l'Afrique du Sud, qui a une histoire très, très, très étroite avec les autres pays africains. Est-ce qu'il en faut plus pour constater que le projet de panafricanisme porté par les pères Kwame Nkrumah et autres, ce projet... Oui, la réaction des Sud-Africains vis-à-vis des immigrés africains en Afrique du Sud laisse à désirer, laisse à penser, laisse à revenir en arrière et s'interroger sur le projet panafricain. Parce que depuis 2001-2002, quand l'OUA s'est muée en Union africaine, vous savez que l'un des chantiers phares de l'Union africaine, c'est d'encourager, pour éviter l'immigration vers l'Europe des Africains, c'est d'encourager la libre circulation des personnes et des biens sur le continent. Et voilà que l'Afrique du Sud, qui est l'un des pays moteurs de cette Union africaine-là, en cette Afrique du Sud, où est née même en réalité l'Union africaine, c'est sur cette terre-là que les scènes de xénophobie sont constatées ça et là. Donc ça suscite, oui c'est normal, ça suscite des réserves et du pessimisme pour dire qu'en réalité, au finish, on n'arrivera jamais à ce projet panafricain. Mais je crois que nous ne devons pas nous laisser dans la résignation. On doit continuer le combat. On doit continuer à sensibiliser les Africains sur le bien fondé de l'immigration. Avant de revenir à l'Afrique du Sud et décortiquer ce phénomène social, il faut quand même reconnaître que l'Afrique du Sud n'est pas seule. Oui. Si on parle de la haine de l'étranger en Afrique particulièrement, nous allons nous limiter à notre continent. Ce n'est pas une première. Même ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est pas, je crois, les grandes vagues de xénophobie en Afrique du Sud. Je crois que ça doit être la troisième vague dans l'Afrique du Sud post-apartheid. Mais si nous quittons l'Afrique du Sud et que nous voulons généraliser le phénomène date d'il y a longtemps. Même quelques années après les indépendances, on a vu que d'autres Africains ont été expulsés dans d'autres pays africains.
Je veux parler du cas du Nigeria, je crois, dans les années 80, où on a parlé de Agege. Je veux parler du cas des expulsions des Africains du Ghana sous le régime de Bouzia. Ensuite, je veux parler également des violences quotidiennes qui sont exercées contre surtout les Ouest-Africains dans les pays d'Afrique centrale, tels que la Guinée équatoriale, le Gabon, qui sont perçus comme des Eldorado, où beaucoup d'immigrés ouest-africains vont s'installer en quête du bien-être. Et parfois même, ce sont des autorités de ces pays qui prennent des mesures d'établissement de la carte de séjour qui coûte cher. Tout ça a fait que, en réalité, le phénomène qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud n'est pas nouveau au continent. Mais sans oublier les pays arabes. Oui, les pays arabes, le Maghreb. Le Maghreb où même la xénophobie, le racisme est très criard, où les Maghrébins ne se considèrent d'ailleurs même pas comme des Africains. Moi, je suis diplomate, je sais ce que je dis. Parfois, dans les arènes de l'Union africaine, vous entendez un Algérien, un Tunisien ou bien un Égyptien qui parle, qui dit « je voudrais dire à mes frères africains que », ou bien « je voudrais dire aux Africains que », comme si la Tunisie ou bien l'Égypte ou encore l'Algérie ne font pas partie de l'Afrique. Donc pour dire que ce qui se passe en Afrique du Sud n'est pas nouveau au continent et n'est pas nouveau même à l'Afrique du Sud. Mais ce qui est poignant, c'est le degré de violence exercé sur des Africains en Afrique du Sud qui suscite les émotions par-ci, par-là. Alors, tentons de comprendre comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'expliquez? Oui, cela a des explications scientifiques, très simplement, parce que si on veut étudier le cas sud-africain, il faut revenir à plusieurs facteurs. D'abord, sur le plan économique et social. L'Afrique du Sud, post-apartheid, n'a pas pu résoudre les difficultés économiques des Sud-Africains. C'est vrai que le régime de l'ANC a pris des mesures, a fait beaucoup pour encourager l'émergence économique des Noirs, mais au finish, on a remarqué que c'est un petit groupe qui a profité des mesures qui ont été prises. Donc il y a une crise économique latente en Afrique du Sud. Et dans cette Afrique du Sud post-apartheid, il y a beaucoup d'inégalités sociales, beaucoup d'inégalités raciales et même des inégalités spatiales. Donc tout ça a fait que la pauvreté est endémique en Afrique du Sud. Et on a des bidonvilles par-ci, par-là. Donc le taux de chômage issu de cet échec économique-là, qui tourne autour de 29 à 30%, fait que finalement, les Sud-Africains qui se trouvent dans le dénuement, qui se trouvent dans la pauvreté, trouvent en l'étranger la source ou bien la cause de leur malheur. Ils accusent ces étrangers d'être des gens qui sont venus voler leur job. Alors qu'en réalité, les étrangers qui se sont installés en Afrique du Sud survivent de petits commerces par-ci, par-là. Et donc, le bouc émissaire de cet échec économique et social de l'Afrique du Sud, pour certains Sud-Africains, ce sont les étrangers. Et ce qui a encouragé aussi le phénomène, c'est que ceux qui sont attaqués en Afrique du Sud aujourd'hui, ce sont des migrants économiques, des gens qui, en quête du mieux-être dans leur pays, vont en Afrique du Sud et trouvent des opportunités, des opportunités économiques, notamment dans le petit commerce de détail et autres. Donc ce sont ces gens-là qui réussissent un peu. Et surtout, ces gens sont installés dans les informal settlements, comme les Sud-Africains même. Dans le secteur informel. Oui, et puis dans les habitations précaires, dans des quartiers difficiles, comme on a l'habitude de dire, ou pire, dans des bidonvilles. C'est là où le loyer est moins cher. C'est là où la vie semble ressembler un peu à ce qui se passe dans nos pays sous-développés. Donc ça fait que lorsque ces immigrés arrivent par leur petit commerce à émerger un peu, ou bien à avoir une certaine ascension sociale, les autochtones les perçoivent comme des gens qui viennent voler leur argent. Et donc, dès que la violence éclate, c'est sur ces derniers que la violence est exercée. Donc ce vent de xénophobie émerge sur un terreau de pauvreté, de paupérisation. Tout à fait. On va peut-être découvrir ce qui se passe dans les townships plus de 3 décennies après l'apartheid, la réalité post-apartheid dans les townships. On va suivre cet élément, on revient tout de suite pour la suite de notre débat.
20 ans après la fin de l'apartheid, les violences continuent dans les townships d'Afrique du Sud. Les habitants protestent contre l'insalubrité de leurs habitations, le manque d'eau courante, d'électricité et surtout le manque d'écoute de la part du gouvernement. Nous devons être violents. Nous n'avons pas le choix, vu que le gouvernement ne nous écoute pas. Peut-être qu'avec de la violence, on sera entendu. Environ 40% des ménages sud-africains habitent dans des townships. Situés dans la périphérie des villes, ces quartiers de tôle ont été le théâtre d'affrontements sanglants il y a 20 ans. Durant l'apartheid, les Noirs étaient expulsés des métropoles, contraints de vivre ici. 2 décennies après la fin de l'apartheid, beaucoup vivent toujours ici, faute de moyens. Milton partage cette chambre avec sa famille à Soweto, dans le sud-ouest de Johannesburg. Nous ne connaissons pas la liberté ici. Nos vies n'ont pas changé, nous n'avons pas de toilettes ni d'eau courante, nous utilisons de la paraffine pour cuisiner et on vit avec des bougies. À Soweto, ils sont nombreux à subir les mêmes conditions. La frustration est palpable, mais pour les générations qui ont connu les conflits violents, les sentiments sont très différents. Ils se sentent reconnaissants pour le présent. Les gens ici, ils couraient la nuit. Les Blancs, ils leur tiraient dessus. Un homme est mort dans ma cour. Mais aujourd'hui, je crois que tout va bien parce que vous voyez plus ça. Maintenant, à Soweto, c'est 1000 fois mieux. Du changement, il y en a eu, grâce aux quelques 35 milliards d'euros investis à Soweto par les autorités et les fonds privés, et aussi grâce à la Coupe du Monde en 2010. Les rues sont goudronnées, un centre commercial a ouvert ses portes et un théâtre monumental a vu le jour il y a 2 ans. La ville est devenue pour certains le nouvel endroit à la mode. D'après le dernier recensement, les 1,3 million d'habitants de Soweto auraient un pouvoir d'achat combiné de 750 millions d'euros et la classe moyenne ici se développe. Mais les violences dans les townships prouvent que malgré l'indépendance politique gagnée par Mandela, l'Afrique du Sud connaît toujours de fortes inégalités sociales. Et donc, vous l'avez vu, et le gouvernement a quand même tenté d'apporter une réponse à la paupérisation de la population, mais le chantier est encore très vaste. Oui, le chantier est très vaste parce que l'Afrique du Sud, ce n'est pas le Togo. L'Afrique du Sud, ce n'est pas le Bénin, c'est un grand pays. Moi, j'ai même fait une petite partie de mes études en Afrique du Sud. J'ai fait une formation en diplomatie et relations internationales à l'université de Pretoria. J'ai eu l'occasion de découvrir cette Afrique du Sud-là. Et donc, les mesures qui sont prises depuis la fin de l'apartheid, ce sont des mesures qui n'ont pas encore touché une bonne partie de la population, parce que la majorité écrasante des Sud-Africains sont encore dans le dénuement. Donc, les mesures, par exemple, le fait que le gouvernement de l'ANC ait encouragé la classe noire à vouloir créer une classe moyenne noire, surtout une classe d'hommes d'affaires, une classe d'hommes d'affaires noirs en Afrique du Sud avec certaines mesures en leur faveur, mais ces mesures n'ont touché qu'une petite partie de la population. Tout à l'heure, dans l'élément que nous avons suivi, on a dit que Soweto est goudronné, il y a des rues maintenant, il y a un centre commercial, mais combien de Sud-Africains vont dans les centres commerciaux? Moi, comme je l'ai dit, j'ai fait l'Afrique du Sud. Vous allez dans les centres commerciaux, ce sont les fonctionnaires qui ne sont pas très nombreux dans tous les pays au monde. Ce sont les fonctionnaires, les diplomates et autres là que vous allez trouver dans ces centres commerciaux. Et ce qui engendre la violence d'ailleurs, ce sont des centres commerciaux qui sont construits dans des quartiers difficiles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Soweto a une histoire. On construit un centre commercial à Soweto au milieu des pauvres. Et des riches viennent visiter ce centre commercial. Donc ça ne fait qu'empirer la haine et le découragement de ces Sud-Africains-là. Donc on ne dit pas que le gouvernement sud-africain n'a rien fait. Le gouvernement sud-africain a beaucoup investi. On a donné des chiffres tout à l'heure, c'est des milliards d'euros. Mais comme je l'ai dit, c'est un grand pays. Et l'Afrique du Sud vient de très loin. Après des décennies, plusieurs décennies d'apartheid, toute cette population noire qui a été écartée justement avec cette histoire d'apartheid, du bien-être économique et social, il va falloir du temps pour que vraiment les mesures ou bien les efforts du gouvernement sud-africain soient perçus par l'ensemble de la population. Et d'ailleurs, la question que je souhaitais vous poser, est-ce que le fait que l'apartheid
et créer un déséquilibre au niveau de l'éducation joue aussi finalement contre ces Noirs qui n'ont pas été dans de bonnes écoles, qui ne se sont pas formés comme il faut. Bien sûr, tout ceci a une incidence sur ce qui se passe aujourd'hui. Et avant même d'aller plus loin, je voudrais rappeler que la société sud-africaine elle-même est une société de violence. Alors quand je dis c'est une société de violence, cette violence-là a une histoire. L'apartheid est passé par là. Et donc cela fait que, vous allez voir, Pretoria, fouillez bien, vous allez constater que Pretoria est classée parmi les villes les plus dangereuses au monde. Pas en Afrique seulement, mais au monde. Ça prouve que la violence est endémique en Afrique du Sud. Donc ça fait que dès qu'il y a un problème, il y a une contestation. Cette contestation s'exprime à travers la violence. Il me semble que les Sud-Africains, même, c'est un peu plus guerrier. Parce que oui. À travers la légende qu'on nous raconte sur Tchaka Zulu. Tchaka Zulu, tout ce que les populations sud-africaines ont traversé dans l'installation de l'apartheid. Et ensuite, cet apartheid qui s'est installé pendant des décennies et qui a mis complètement la population noire dans les réserves, dans les quartiers pauvres. Donc tout ceci a exacerbé cette violence. C'est pourquoi je dis que c'est une société de violence. Violence même au niveau des Noirs, des Blancs, des Métis. Donc tout je veux le dire, mais excusez-moi le terme, en Afrique du Sud, on a comme l'impression que tout le monde est violent. Parce que même dans la rue, quand vous marchez un peu, les autres Noirs, quand ils vous voient et ils savent que vous êtes étranger, la façon dont vous abordent, vous sentez qu'il y a une violence, même si elle n'est pas physique, il y a une violence verbale, parfois une violence psychologique dans la façon dont la personne vous aborde. C'est pourquoi je dis que s'il faut étudier la société sud-africaine elle-même, on se rend compte que c'est une société de violence. Mais à voir les choses de près, cette violence, cette haine, même ne serait-ce que psychologique, logiquement, est-ce qu'elle ne devait pas être portée, je dis, qu'est-ce que je dis, est-ce que je peux être compris, contre les Blancs qui ont asservi ce pays pendant longtemps? En premier lieu, est-ce que une réaction normale ne devait pas être ça? Oui, une réaction normale. Entre guillemets. Et en comparant cette situation avec ce qui s'est passé au Zimbabwe, par exemple, où avec la nationalisation des terres, on s'est attaqué aux Blancs. Effectivement, l'Afrique du Sud, lorsqu'elle a pu quitter l'apartheid et qu'elle a connu, ça je vais le dire, un dirigeant tel que Nelson Mandela, c'est Nelson Mandela qui a fait que aujourd'hui, il n'y a pas eu de règlement de compte en Afrique du Sud. Avec cette histoire de justice transitionnelle qui a été expérimentée un peu partout en Afrique dans les sociétés post-conflit, où en Afrique du Sud, il a été question de ne pas juger les Blancs par rapport à ce qu'ils ont commis, tous les actes qu'ils ont commis sous l'apartheid, mais aujourd'hui de repartir sur de nouvelles bases, de pardonner tout ceci. Ces éléments, la justice transitionnelle que Mandela a encouragé à soi en Afrique du Sud et qui a prôné la réconciliation pour la mise en place d'une nation arc-en-ciel, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, ces éléments ont fait que finalement, au lieu qu'on assiste à la violence des Noirs contre les Blancs, on assiste plutôt à une violence qui ne fait pas de discrimination raciale, mais qui est tournée plutôt vers les étrangers. Les étrangers africains. Oui, mais je vais mettre un peu de bémol. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension communautaire en Afrique du Sud. Il y a des tensions communautaires, il y a des actes isolés qui ont visé les Blancs en Afrique du Sud. Je n'ai pas tous les éléments ici en tête, sinon il y a eu ces violences-là. Mais globalement pris, on se rend compte que les Sud-Africains noirs n'ont pas voulu procéder au règlement de compte contre les Blancs qui les avaient asservis pendant des décennies durant. Est-ce qu'à travers cette éruption de fièvre xénophobe, est-ce qu'on peut parler d'échec des politiques? Est-ce qu'ils ont échoué? Est-ce qu'ils sont complices de la situation? Parce qu'ils ont souvent des mains... Oui, effectivement, en Afrique du Sud, j'ai évoqué tout à l'heure une crise économique qui est consécutive à l'échec de certaines politiques qui ont été adoptées en la matière. Mais je vais insister beaucoup plus sur le régime politique sud-africain, bien le système politique. C'est un système politique très défaillant. Défaillance parce que la classe politique sud-africaine a des liens très étroits avec le monde économique.
Et quand les politiques ont des liens avec le monde économique, le monde des affaires, c'est la corruption qui arrive. Donc, le cas le plus célèbre, c'est le cas du lien avec le Gupta. Oui, voilà, la famille Gupta, cette puissante famille sur le plan économique en Afrique du Sud. Donc, ça fait que, sur le plan politique, la classe politique qui entretient des liens très étroits avec le monde des affaires, fait que le système est corrompu. Et quand un système est corrompu, tous les efforts qui sont faits vont en direction d'une minorité au lieu de la majorité. Donc ça aussi, la défaillance du système politique sud-africain explique cette vague de xénophobie. Et si on veut parler de complicité, oui, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est la troisième fois que les vagues de xénophobie se signalent en Afrique du Sud. Mais est-ce que depuis les 2 dernières fois jusqu'à la phase de cette année-là, quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement sud-africain? Je n'en vois pas. On assiste simplement à une condamnation. Or, nous savons que les condamnations sont diplomatiques et politiques. Donc, je me dis que les hommes politiques sud-africains ont une responsabilité dans cette affaire. Et quand je dis une responsabilité, étant donné que la plupart des dirigeants sud-africains actuels sont les rescapés de l'apartheid. Donc, ce sont des gens qui sont à même capables de pouvoir parler à ces jeunes. Qui connaissent l'histoire de leur pays. Voilà, si on peut dire que ces jeunes, si l'apartheid est fini il y a à peine 25-30 ans, si on peut dire que ces jeunes qui font cette violence ont autour de 20 ans, 30 ans, on peut comprendre que ce sont des gens qui ignorent ce que les autres pays africains ont apporté à l'Afrique du Sud. Mais et la classe dirigeante qui a été témoin? Qu'est-ce que cette classe l'a dit? Que fait cette classe politique sud-africaine à propos de la xénophobie? Une fois, on peut tolérer. 2 fois, 3 fois, cela veut dire qu'il y a un problème quelque part qui ne marche pas. Donc, au moins, cette classe politique a péché pour n'avoir pas sensibilisé comme il faut. Oui. La classe politique n'a pas sensibilisé. La classe politique sud-africaine a le devoir et l'obligation d'expliquer aux jeunes que si aujourd'hui l'Afrique du Sud est la première puissance industrielle du continent, c'est grâce aussi en partie aux efforts des autres États qui ont combattu cet apartheid-là, qui a pu libérer l'Afrique du Sud et qu'elle soit aujourd'hui une puissance économique reconnue comme telle. Donc, on devait sensibiliser ces jeunes-là que même s'il y a des difficultés économiques, s'il n'y a pas d'emploi, ce ne sont pas les étrangers. Les étrangers viennent plutôt contribuer à l'émergence, à l'essor de l'économie sud-africaine. C'est ce qui devait être dit. Mais on ne l'entend pas. Et vous avez vu la lenteur avec laquelle le gouvernement a réagi. Le gouvernement même, la première réaction du gouvernement sud-africain, c'est de dire qu'il y avait des violences urbaines en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on met dans violence urbaine? Donc c'est pourquoi moi je suis, en tout cas, ça m'engage, moi je suis un intellectuel africain, je suis un enseignant, je dis ce que je vois, je constate que le régime sud-africain ne fait pas assez pour décourager cette xénophobie qui croît. Si on se souvient de cet élan de solidarité à l'échelle du continent en faveur des Noirs en Afrique du Sud. Oui. On se souvient encore des années d'école où on était obligé de réciter l'apartheid était un crime contre l'humanité. Comment on peut oublier si vite ce passé? C'est ça qui est étonnant. C'est ce qui est étonnant vis-à-vis des dirigeants sud-africains. Même les artistes ont participé à ce mouvement. Exactement. Je ne veux même pas parler des politiques parce que ça, c'était d'emblée. On peut pas. Les exemples sont là. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est cette classe dirigeante-là. J'ai comme l'impression que les ténors, ceux qui savent, ceux qui vraiment avaient été les leaders, c'est-à-dire les gens de la catégorie de la trempe de Mandela, ces gens-là n'existent plus en Afrique du Sud. Peut-être que c'est ça qui peut expliquer cette histoire-là, parce que le président Jacob Zuma, qui a été évincé du pouvoir, fait partie de cette classe dirigeante sud-africaine qui c'est-à-dire des gens qui sont issus du populisme. Ce sont des dirigeants qui ont un certain charisme, mais en réalité qui n'ont pas de tact politique, qui n'ont pas je ne veux pas dire qu'ils
qui ne sont pas compétents, mais ce sont des gens qui ont surfé sur le populisme pour parvenir au pouvoir, sans pouvoir quand même en réalité maîtriser certaines réalités sud-africaines internes, à la fois internes et à la fois externes. Un document sonore a circulé dans la semaine sur les violences xénophobes en Afrique du Sud. Le document sonore était de l'ancien président Peter Botha qui disait, qui tenait certains propos sur les Noirs. Je ne sais pas si vous avez eu à écouter ces propos, que je n'ai pas authentifié. Oui. Moi-même, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Comme c'est sur les réseaux sociaux, je n'ai pas trop prêté attention et faire confiance. Mais le document disait en substance que les Noirs ne méritent pas qu'on leur fasse confiance, qu'ils sont de nature violents. Ils sont violents de nature, donc c'est plus clair comme ça, grammaticalement. Parfois, Gilles, je suis tenté de croire à certaines choses. Et tout à l'heure, je disais que la société sud-africaine est une société de violence et que les gens sont très agressifs dans ce pays. Moi, quand j'y ai étudié, tout le temps, on nous interdisait de sortir. Et même pour sortir, on vous dit, il faut attendre, il faut que la sécurité soit là. Donc, la violence que moi j'ai constatée là, ça, je vous fais une confidence. J'étais allé en Afrique du Sud en 2012. J'avais même dit à un ami que je vais faire un article scientifique sur l'Afrique du Sud pour dire qu'en réalité, les Sud-Africains avaient mérité l'apartheid. Je m'excuse, mais ça fait que finalement, c'est comme le noir en général. Et le noir sud-africain est un être qui n'a pas l'humain en lui-même. Est-ce que ce n'est pas un traumatisme post-apartheid? C'est ce que j'ai tenté d'expliquer, qu'en réalité, la violence en Afrique du Sud a une histoire. Il faut retourner aux racines de cette violence-là. Non seulement l'apartheid en lui-même, mais également la façon dont l'apartheid s'est installé en Afrique du Sud. Il a fallu brutaliser ces Noirs, il a fallu faire ci, il a fallu faire ci. Et puis, l'apartheid a été une parenthèse. C'est comme si, chez les Noirs d'Afrique du Sud, la société ou bien la vie s'était arrêtée pendant cette période d'apartheid. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question éducationnelle. Ils avaient reçu la mauvaise éducation. Donc, on ne peut pas considérer que c'est une éducation. Donc, c'est comme si la société était restée statique. Vous savez que dans les autres pays africains, avec l'avènement de la colonisation, c'est vrai que la colonisation est une mauvaise chose, mais avec la colonisation, on a pu créer des écoles, des hôpitaux, on nous a éduqués, on nous a parlé de Dieu. Tout ceci a contribué à humaniser l'être humain. Je ne dis pas que l'Africain n'était pas humain. L'Africain est bel et bien humain. Mais certaines situations font que cette humanité est mise entre parenthèses parfois. Donc pour expliquer qu'en réalité, la violence qui est quotidienne en Afrique du Sud, cette violence-là a une histoire. Et ce sont les traumatismes, comme vous l'avez expliqué, qui sont l'un des facteurs parmi tant d'autres. Donc je me dis, s'il faut comprendre, étudier, comprendre l'origine et la manifestation de la violence en Afrique du Sud, il faut faire l'histoire de cette société-là pour comprendre les racines de ces violences-là et lutter contre ces racines-là. Oui, mais au même moment, est-ce que ailleurs qu'en Afrique du Sud, est-ce que le phénomène n'est pas le même? On a parlé de xénophobie tantôt dans d'autres pays. Oui. Mais au sein même des différents pays, les Rwandais génocident les Rwandais, les Ivoiriens prennent machette contre les Ivoiriens, etc. Oui, c'est ça où je te rejoins un peu. Quand les diplomates, comme je ne suis plus diplomate, vous pourrez le redevenir à tout moment. Quand nous parlons de l'intégration régionale, moi j'ai toujours une pensée, je me dis, est-ce qu'on est arrivé à faire l'intégration nationale? Est-ce que dans nos États africains, est-ce qu'il y a une intégration nationale? Est-ce que je peux me sentir à l'aise partout où je suis, dans n'importe quelle communauté où je suis, dans mon pays d'origine, avant de me sentir citoyen de la CEDEAO, par exemple, citoyen de l'Afrique, par exemple? Donc, il y a un problème même au sein des États. Les tensions communautaires, ça existe un peu partout. Même les pays dits paisibles, pacifiques aujourd'hui, ont des problèmes communautaires qui sont réglés par-ci, par-là. Donc, pour dire que, en réalité, le problème de l'Afrique du Sud
c'est que les médias aussi ont contribué à amplifier cela. Il y a des scènes de xénophobie qui existent ailleurs et qui passent sous silence. J'ai évoqué par exemple le cas des pays d'Afrique centrale. Moi, quand j'ai été diplomate au ministère des Affaires étrangères, mais à plusieurs reprises, j'ai été interpellé par des compatriotes qui sont installés soit au Gabon, soit en Guinée équatoriale, et qu'on jette en prison tout simplement parce qu'on sait que ce sont des immigrés économiques. Donc ça, personne n'en parle. Parfois même, c'est des meurtres qui arrivent, mais personne n'en parle. C'est le cas sud-africain qui fait la une des médias qui fait que finalement on en parle. Sinon, ça existe un peu partout. Même dans la crise ivoirienne, vous avez vu, les étrangers ont fait les frais. Surtout les étrangers, les pays qui ont été soupçonnés de soutenir tel camp contre tel autre camp, les ressortissants de ces pays ont fait les frais. Donc pour dire que la haine xénophobe, elle est partout en Afrique, mais c'est dommage. Pourquoi je dis dommage? C'est vrai que le même phénomène s'observe en Europe où nos frères émigrent massivement, mais j'ai comme l'impression qu'en Europe, la xénophobie est moins violente que ce que nous constatons sur le continent. Sournoise. Elle est plus sournoise. Voilà. Parce que peut-être il y a la loi qui encadre, ou il y a la loi parfois de... Probablement, parce que la peur du gendarme commence par... Oui. Voilà. Donc ça fait que, en réalité, en Afrique, la xénophobie, elle est très, 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 très violente. On va voir les conséquences de ce qui se passe en Afrique du Sud. Mais je voudrais qu'on revienne un peu sur ces scènes d'émeutes d'une rare violence avec des dégâts très, très, très importants. Illustration sonore et visuelle. Et nous revenons pour la conclusion de ce débat qui concerne le vent de violence qui balaye l'Afrique du Sud en ce moment. À tout de suite. Ce camp de fortune héberge près de 400 personnes. Des déplacés qui viennent du Mozambique, du Zimbabwe, du Malawi, mais qui vivent à Johannesburg depuis des années. Tous ont fui une éruption de violence xénophobe. Des attaques qui ont fait plusieurs morts en Afrique du Sud en avril. Le pays compte environ 5 millions d'immigrés et la peur a gagné beaucoup de communautés défavorisées. Ils disent qu'ils ont reçu un SMS qui a circulé pour dire qu'ils allaient être attaqués. Donc par peur des attaques, ils ont décidé de venir se réfugier au commissariat. Donc nous avons dû nous organiser avec la municipalité pour mettre en place des systèmes pour nous assurer qu'ils soient en sécurité. Ils nous ont dit rentrez chez vous, sinon nous allons vous attaquer la nuit. Nous vous attaquerons la nuit. Les rumeurs, les menaces qui circulent par SMS et sur les réseaux sociaux ont ajouté à la panique. Dans le centre-ville de Johannesburg, la tension a dégénéré en bagarre. Beaucoup de magasins sont restés fermés plusieurs jours, les propriétaires étrangers craignant des attaques. En 2008, plus de 60 personnes ont péri lors de violences racistes, surtout dans les townships. Cette fois-ci, le bilan est beaucoup moins élevé, mais plus de 300 personnes ont été arrêtées et l'armée a été déployée sur les points chauds. C'est une solution de dernier recours. Qu'allons-nous faire à présent? Nous allons nous déployer. Nous allons nous déployer car nous savons que la présence des forces armées d'Afrique du Sud va servir de moyen de dissuasion. Des centaines d'étrangers ont pris la fuite, comme ces Malawites qui arrivent à Blantyre en bus. La nuit, des Sud-Africains sans emploi ont brûlé des voitures, des bâtiments et pillé des magasins. Le chômage touche 25% de la population en Afrique du Sud et plus de 50% des jeunes. Les immigrés africains ou asiatiques sont souvent les boucs émissaires des frustrations de certaines personnes. On se plaint parce qu'au foyer de travailleurs ici, les gens n'ont pas de travail. Même moi, je n'ai pas de travail. Mais j'essaie de dire à ces gens qu'ils rentrent chez eux. Beaucoup de leaders politiques et médiatiques ont appelé au calme, y compris le roi des Zoulous, la plus grande ethnie sud-africaine. Il était jusqu'alors accusé d'avoir mis le feu aux poudres pour avoir dit que les immigrés clandestins devaient faire leur bagage et quitter le pays. Plusieurs manifestations éveillées ont eu lieu pour rejeter la xénophobie, mais la menace d'attaque future n'est pas éteinte. Docteur Paye, donc vous voyez la situation. Pour le temps qui nous reste, évaluons un peu les conséquences de ces scènes de violence sur le continent. Est-ce que ça ne risque pas de laisser des blessures pendant longtemps? Oui, absolument. Ça risque de laisser des blessures. Ça a commencé même à créer des tensions diplomatiques
les deux géants du continent, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et l'Afrique du Sud a temporairement fermé ses représentations diplomatiques au Nigeria. Donc cela aura forcément des conséquences parce que sur le plan économique également, les investisseurs africains qui voudraient le faire en Afrique du Sud vont commencer à traîner les pas. C'est vrai que la société sud-africaine, c'est un vaste marché, mais s'il faut investir dans un pays et pour que des étrangers soient attaqués un jour, je crois que les gens vont renoncer à ces investissements. Donc vous voulez dire que pour l'économie même de l'Afrique du Sud... Pour l'économie de l'Afrique du Sud, voilà, j'en viens à cela. Et l'économie sud-africaine même va en souffrir. Parce que le dynamisme économique d'un pays, ce ne sont pas seulement les investissements internes, mais ce sont les investissements étrangers qui arrivent aussi, qui boostent l'économie. Donc ceux qui croient trouver de l'emploi en s'en prenant aux étrangers... Ils font mauvaise route. Oui, ils n'ont pas compris. Je crois qu'il faut que le gouvernement sud-africain installe une véritable pédagogie pour faire comprendre aux uns aux autres que le fait pour les étrangers de venir s'installer en Afrique du Sud, ces étrangers mangent en Afrique du Sud. Ces étrangers dépensent leur argent en Afrique du Sud, même si une bonne partie est rapatriée vers leur pays d'origine. Mais étant donné que ces personnes sont appelées à vivre dans ce pays-là, ils sont obligés à faire des dépenses. Et ces dépenses-là sont faites au profit de l'économie sud-africaine. Ça, c'est à une échelle très basse. Maintenant, si nous prenons la grande échelle, comme les investisseurs, les grands hommes d'affaires qui investissent dans l'économie, les investissements qui sont envoyés dans les sociétés sud-africaines et autres, tout ça la part des milliardaires ou bien des hommes d'affaires africains, ces derniers-là, s'ils renoncent à le faire, l'économie sud-africaine va souffrir. Je crois même que dans les semaines à suivre, dans les mois à suivre, vous allez entendre parler d'une régression économique de l'Afrique du Sud. Parce que ces violences-là auront forcément ces conséquences économiques et donc des conséquences économiques, on en viendra aux conséquences sociales. Et le même scénario va recommencer si on n'éduque pas ces jeunes pour leur faire comprendre qu'en réalité, en s'en prenant aux étrangers n'est pas la solution. Sur le plan politique et diplomatique également, je l'ai annoncé tantôt, à part le Nigeria, d'autres pays vont suivre l'exemple. Même hier, aux cérémonies d'hommage à Robert Mugabe, qui s'était énervé une année contre ces violences xénophobes en Afrique du Sud. Lors des hommages hier, le président sud-africain Ramaphosa a été hué par la foule et il a dû s'excuser dans son discours. Il a dû s'excuser, mais est-ce que cela peut apaiser les Zimbabwéens? Parce que une année, ces vagues de violence étaient exercées exclusivement contre les Zimbabwéens, parce qu'ils sont très nombreux en Afrique du Sud, les Zimbabwéens, les Congolais de Kinshasa, les Malawi, tout ça là sont très nombreux dans ce pays-là. Donc cela va créer une tension politique et diplomatique entre les pays, certains pays du continent avec l'Afrique du Sud, mais les pays qui peuvent oser s'opposer à l'Afrique du Sud, il y a certains pays qui ne peuvent pas le faire, qui vont se taire. Le Nigeria n'a rien à foutre avec l'Afrique du Sud, c'est pourquoi au plus haut sommet même, les Nigériens l'ont dit. Et vous allez voir que sur le plan économique également, au Nigeria, des intérêts économiques sud-africains ont commencé à être attaqués. MTN a été attaqué, même le géant de la distribution ShopRite a été attaqué. Donc tout ça... Donc il peut y avoir des mesures de réciprocité. De réciprocité. Et si ces grandes sociétés ont des difficultés dans les pays où ils sont installés, le Nigeria surtout, c'est un grand marché en Afrique. Et si ShopRite ne peut pas exercer librement ses activités au Nigeria, MTN ne peut pas exister paisiblement au Nigeria, les Sud-Africains auront une bonne partie de leur économie qui va en souffrir. Donc cela aura forcément des conséquences politiques, diplomatiques et économiques. Mais tout cela arrive alors que récemment, l'Afrique a fait signer le traité sur la zone de libre-échange. Oui, ça revient. Mon inquiétude au niveau du panafricanisme concret, parce que la zone de libre-échange, c'est le côté économique du panafricanisme. Et donc, si sur le continent, on ne peut pas s'établir et exercer librement ses activités, alors qu'on signe des documents qui doivent l'accompagner, je crois que c'est un échec qui s'annonce. Donc cette zone de libre-échange ne marchera pas si on ne lutte pas
contre ces genres de phénomènes dans certains pays, en l'occurrence en Afrique du Sud. Est-ce que la réaction de l'Union africaine n'a pas été assez molle par rapport? Bien sûr, la réaction de l'Union africaine a été molle. Et là, pour comprendre ça, il faut aller à l'Union africaine demander qu'est-ce qui s'est passé. Gilles, ce qui se passe habituellement quand il y a des problèmes dans certains pays, vous savez que tous les pays sont représentés dans les différentes commissions des organisations internationales, en l'occurrence l'Union africaine. Si l'Union africaine veut condamner avec les termes appropriés, sûrement quelque part il y aura censure. L'Afrique du Sud peut s'opposer à des mots. Ça y est, les mots sont pesés. Lorsque l'Union africaine veut sortir un communiqué contre un pays, si ce pays encore savait être un pays puissant à l'Union africaine, l'Afrique du Sud est un pays puissant de l'Union africaine. Moi, je vous le dis, j'ai été diplomate. Donc, ça fait que quand l'Union africaine a sorti son communiqué, vous voyez des termes qui ne signifient rien. Juste dire que l'Union africaine a condamné, ça n'a pas de sens. Et je dis que c'est contre cette organisation-là. Pourquoi? Parce que à l'occasion des vagues de décès qu'on observe dans la Méditerranée avec l'immigration clandestine, il a été question au niveau de l'Union africaine de voir comment on peut lutter contre l'immigration clandestine en Afrique. Et les statistiques sont claires. Les Africains migrent massivement sur leur propre continent. Si on fait la part des choses, il y a peu d'Africains qui vont en Europe. La proportion d'Africains qui quittent un pays africain pour aller dans un autre pays est très élevée. Donc, l'Union africaine était amenée à travailler avec tous les pays du continent pour voir dans quelle mesure il faut accompagner cette migration-là. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, ça dit n'encourage pas ou bien s'inscrit en faux contre le projet panafricain de l'immigration. Alors qu'en réalité, quand on étudie l'immigration, on se rend compte que l'immigration, en réalité, n'est pas chose négative. L'immigration, elle est à la fois positive, elle est positive à la fois pour le pays de départ et le pays d'accueil aussi, en réalité. Donc, il était question de voir comment l'Union africaine peut accompagner, peut vraiment jouer un rôle dans la libre circulation des personnes et des biens. Mais avec ce qu'on observe aujourd'hui en Afrique du Sud, cela ne donne pas confiance, cela n'encourage pas à continuer à œuvrer pour cela. Parce que certains États qui sont ouverts à la libre circulation des personnes et des biens vont commencer à ériger des barrières. C'est vrai, vous voyez, si vous prenez tout le continent, parmi les communautés économiques régionales, c'est la CEDEAO qui a réussi le mieux sur cette question de la libre circulation des personnes et des biens. Et même, je me rappelle, à l'Union africaine, il était question de voir comment on peut copier l'exemple de la CEDEAO à l'échelle continentale. Même si cet exemple-là a ses imperfections. Oui, cet exemple a ses imperfections, mais il faut quand même dire que sur le continent, c'est le cas qui a le mieux fonctionné. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'étrangers chez nous et qui exercent paisiblement leur activité. Et ailleurs aussi, c'est le cas, au Burkina, au Niger, au Bénin, etc. C'est vrai, il y a des tracasseries douanières, il y a certaines choses qu'il faut combattre pour rendre cette libre circulation des personnes et des biens assez parfaite. Dernière question, docteur Paye. Est-ce que les Sud-Africains même ont idée de leurs prédateurs, s'il existe vraiment, de ceux qui pillent leur économie? Oui, en principe, ils ont une idée. Ils savent que c'est la classe dirigeante qui est corrompue. Mais la classe dirigeante ne réside pas dans les townships. La classe dirigeante sud-africaine n'est pas à Soweto. La classe dirigeante sud-africaine, c'est dans des quartiers UP, des quartiers que les manifestants ne peuvent pas atteindre. Donc, il faut trouver le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est l'étranger. En réalité, les Sud-Africains ont conscience de cela. Mais ces pilleurs, c'est-à-dire la classe politique qui est corrompue, quelles sont les mesures qui sont prises pour lutter contre la corruption ou bien pour arrêter les corrompus là? Vous voyez le cas du président Jacob Zuma. L'acte suprême que les Sud-Africains ont pu poser, c'est de l'évincer du pouvoir, c'est tout. Et la procédure judiciaire qui est intentée contre lui. Bon, vous voyez comment ça marche, à pas de torture, pour montrer que tout ce monde est corrompu. Mais la grande majorité des Sud-Africains, cette majorité-là n'a pas les moyens d'attaquer ou bien de s'attaquer
frontalement à cette classe dirigeante-là. Parce que, encore moins à l'étranger dominateur. Voilà, c'est ça. Même l'étranger dominateur a le soutien de cette classe. L'étranger vraiment dominateur qui est installé dans des quartiers UP, qui est dans des affaires, qui a des acquaintances avec le régime, cet étranger-là ne peut pas être attaqué. Ce sont les étrangers qui sont dans les quartiers difficiles qui sont attaqués. Vous voyez, c'est ça la réalité sud-africaine. Merci, docteur Paul Kofi Paye. Merci. Nous arrivons donc à la fin déjà de notre entretien. Merci une fois encore de votre disponibilité. Merci pour vous. Merci. Et merci de votre aimable attention, fidèles téléspectateurs. Dans un instant, une nouvelle édition du journal. À très bientôt pour un nouveau forum.